Bonsoir à tout le monde, merci d'être présent ce soir et je suis content d'être là aussi ce soir parce qu'en fait on n'était pas censé être là on était censé être dans un autre salon et au final on est très content d'être là ce soir parmi vous pour voir cette nouvelle conf du GDG Le Mans. Donc on fait sans les slides d'intro, c'est pas grave, on a l'habitude de faire les intros maintenant, vous connaissez à peu près tous le concept du GDG. Donc là on a la chance ce soir d'accueillir des gens qui font notamment Baptiste qui fait sa première expérience en tant que speaker, donc c'est pour montrer que c'est possible et c'est ce qu'on accueille avec grand plaisir. Le GDG, alors comme d'habitude, communauté locale, où on prend un apéro après, c'est super cool et tout. Dans l'idée, on est ouvert à tout le monde, à tous les sujets, toutes les confs que vous voulez faire. Ou si vous voulez participer, n'hésitez pas à venir nous voir en fin de conf pendant l'apéro pour échanger sur les sujets que vous aimeriez présenter. Et également, on est ouvert au sponsoring, donc on essaye de s'arranger pour faire un petit peu tourner les sponsors. Donc là, on tourne beaucoup avec Google et Appseed. Aujourd'hui, c'est Appseed qui offre. C'est le DH by CA qui nous accueille, donc le sponsoring ça peut se manifester sous plusieurs formes. Ça peut être sous forme de l'accueil dans des locaux, on n'est pas obligé de faire ça sur le centre du Mans, même si c'est plus convenable pour à peu près tout le monde. Mais si vous voulez nous accueillir, accueillir une conf dans vos locaux, c'est aussi possible. Ça peut être intéressant pour essayer de fédérer d'autres personnes. Également pour la visibilité, pour accéder aux différents événements, aux différentes plateformes, Google nous a mis à dispo une plateforme pour s'inscrire dessus. Donc on a 61 personnes qui sont inscrites aujourd'hui sur cette plateforme. Combien ? 66. 66 maintenant. C'est bien, ça grandit de plus en plus. Je sais qu'on est visible sur le Meetup habituellement, mais Google ne nous offre plus la plateforme Meetup puisqu'il nous offre une autre plateforme qui est celle de Google officiellement. Donc si vous voulez y accéder, c'est gdglemans.fr, ça fait une redirection automatique vers la plateforme de Google et c'est plutôt pratique. Donc je vais vous laisser en compagnie de ces charmants messieurs pour notre conférence de ce soir. Baptiste, ça va aller. Tout va bien se passer. Il y a toujours un peu les effets démo les premières fois, c'est tout à fait normal. Et les fois d'après aussi, je te rassure, ne t'inquiète pas. Donc ce soir, on parle d'observabilité. Et puis donc, je vais vous laisser entre leurs mains pour cette soirée. Merci les gars. Merci. Donc bonsoir à tous. Aujourd'hui, on va vous présenter une présentation sur le domaine de l'observabilité qu'on a nommé OK Boomer, arrête de surveiller ton infra. Donc c'était bien ça il y a 15 ans, on va dire, de monitorer de l'infrastructure pour de l'IT. On verra en fait les enjeux modernes actuels tout au long de la présentation. Donc, on va commencer par se présenter. Vas-y Baptiste. Honneur. Baptiste Roy, depuis le mois de février, j'ai intégré Appseed Top. Et donc du coup là je suis en mission et je travaille du coup avec Romuald sur la stack Dynatrace chez Covea, donc sur tout le milieu d'observabilité. Donc du coup j'ai pu travailler avant sur toute la stack Docker, mais jamais sur de l'observabilité, c'est ma première fois. Donc il y a toute une mise en place et toute une compréhension du sujet qui est plutôt intéressant. Donc pour ma part, je me nomme Romuald Fronto, donc CTO chez Ochi. En gros, je suis un monitoring lover depuis 2004. J'ai fait mes armes avec l'open source à l'époque avec Nagios dans les premières versions. J'ai été acteur communautaire de 2008 à 2016 autour de l'initiative Monitoring FR, qui regroupait des passionnés autour du domaine du monitoring open source et aider en fait tout ce qui était débutants, stagiaires qui avaient un stage à faire et que leur prof leur a dit la supervision c'est simple, tu vas voir. En fait on les aidait à mettre le pied à l'étrier avec les technos de l'époque. Donc voilà, et à partir de 2016 mon chemin a croisé Splunk pour mettre en place une roadmap d'hypervision en centre de service d'une grosse ESN française. Donc en gros c'est là où j'ai fait mes armes sur Splunk et que j'ai commencé en fait à découvrir la techno et j'ai pu mettre pas mal de mes tripes, de mes convictions dans mon domaine métier dans cette techno là. Donc maintenant je suis spécialisé autour de l'intégration des sujets autour de l'IT-Ops et de l'observabilité autour de la techno Splunk. Donc maintenant je vais vous parler moi plus spécifiquement du monitoring et ce qu'on peut aussi appeler la supervision.
Donc ça comprend vraiment deux éléments. Donc c'est quelque chose que vous allez pouvoir mettre facilement en place de votre côté, avec des outils qui sont dits open source. Après, l'observabilité sera plus sur un environnement un peu plus payant, enfin ce sera payant, ce sera un peu plus complexe. Donc du coup, donc là, comme je disais, la supervision et le monitoring sont les mêmes en soi, les mêmes entités. On peut les différencier en deux parties. Une partie métrologie, donc en gros c'est le fait de mettre en place des sondes. Donc par exemple sur de la CPU, sur de la RAM, ou même des appels d'URL ou des appels d'URL externes pour vérifier différents types d'informations. Donc là on est plus sur la partie collecte, donc avec la mise en place et l'affichage des sondes. Et donc du coup après on a tout ce qui est la supervision. Du coup ça va être le fait d'insérer, donc là par exemple il y a des outils comme Grafana qui sont open source, enfin tout n'est pas open source mais on va dire que c'est la stack la plus utilisée. Ça va être le fait du coup de mettre des indicateurs calculés sur toutes les remontées et à côté de ça de mettre en place des seuils dits fixes. Donc du coup imaginons vous avez votre CPU qui est à 90%, vous allez avoir soit une remontée, enfin on va dire que dans une entreprise vous aurez des remontées de tickets, mais sauf que là on pouvait mettre par exemple une remontée par mail ou par un canal Slack ou par un autre type, tout autre type de canal. Donc ça permet de couvrir tout ce. Donc ça c'est ce qu'on appelle donc le côté mesure, analyse de données et alerte. Parce que l'idée c'est effectivement à travers de mails leur monter des alertes. Donc ça permet, c'est plus du coup à but et à vision pour les techos quoi. Parce qu'il y a toute une config à faire, toute une mise en place à faire. Et l'intérêt c'est de pouvoir visualiser votre site et sa vie. Donc ça peut être donc comme je parlais les histoires de sondes. Et donc du coup ça permet de surveiller son SI, donc son service d'information, son application comme j'expliquais, des services spécifiques ou directement que l'infrastructure. Donc si vous avez une ferme de serveurs, etc., ça vous permet d'avoir une vision complète dessus, même enfin, complète, mis à part l'observabilité, quoi, qui mettra le pied au-dessus. Et on peut aussi avoir une vision sur le cloud. Le problème qu'il y a, c'est qu'avec l'arrivée des microservices, etc., il y a souvent des jobs, des batchs qui durent pendant 10-20 secondes. La problématique est qu'il faut que le job s'insère en plus du pod. Et donc du coup, directement, enfin, toutes les remontées ne sont pas faites. Donc, comme je disais, c'est limite. Donc l'intérêt du monitoring, c'est aussi de surveiller en temps réel l'application. Ça aussi ses limites parce que ça peut faire des remontées toutes les 3 minutes. Aller faire un check de la RAM CPU toutes les 3 minutes, toutes les 5 minutes. Les outils ne sont pas capables d'aller faire une vérification toutes les secondes, comme peuvent le faire des systèmes d'observabilité, qui là sont vraiment spécifiés et faits pour avoir une vue complète. Donc comme j'expliquais, ça permet de détecter les problèmes, de détecter des anomalies, qui vont affecter du coup votre SI, qui vont affecter comment dire la qualité des utilisateurs. Donc il y a différents types d'analyses technico-applicatives qui sont possibles. Donc les métriques pures, donc au travers de l'infrastructure du CPU ou de la RAM. Donc vous avez aussi des logs. Alors c'est pas de la rotation de logs, mais ça allait lire dans les logs. Donc par exemple vous prenez votre fichier qui s'appelle toto.txt où il y aura des erreurs qui vont taper dedans, donc souvent on a entre crochets. L'idée c'est de se dire, on a un seuil fixe qui est, si je tape 5 erreurs en 5 minutes, je remonte une alerte. Donc ça va aller read tous les fichiers de log sur un temps donné de 5 minutes. Et du coup, vous remontez une alerte. Donc vous pouvez avoir ça, les vérifications URL. Donc vous avez votre site qui s'appelle toto.fr. On continue sur le toto. S'il répond autre chose que 200, bah, ça veut dire qu'il est tombé. Donc du coup, ça va vous pousser une alerte, un mail ou autre. Les traces réseau, des contrôles de process. Donc si vous avez un service qui tourne associé, imaginons vous avez sur votre système un service Apache qui permet de distribuer, et que vous avez à côté un système de cache, le système de cache est tombé, bah, il va y avoir des latences parce que vous n'aurez plus de cache, etc. Donc ça permet de surveiller ça. Donc le problème qu'il y a avec tout ça, c'est que ça se fait que sur des assets fixes, et que en soi, c'est fait que sur des seuils fixes. Il n'y a pas d'intelligence, c'est vous qui définissez vos seuils, etc. Donc l'idée de ce système-là, c'est de se dire, avant on était dans le curatif,
sans monitoring. Donc il y a un pépin, vous n'avez aucune alerte, vous n'avez rien. Vous avez vos utilisateurs qui vous disent ça ne marche plus, comment on fait Et donc du coup vous arrivez vers ce que je mets, une attitude proactive. Et donc du coup ça vous permet de surveiller, etc. D'avoir une surveillance. Donc imaginons demain vous mettez un site internet en place. Vous ne serez plus dans l'attente d'une erreur impactante, mais vous serez dans l'attente de vos tickets ou de vos mails pour agir directement. Donc, donc l'idée, c'est que je reviendrai sur une autre présentation, où là, par contre, je ferai une mise en place complète sur un site internet que je vous partagerai au travers du Wi-Fi. Voilà, un petit event sur un site. Donc je mettrai ça sur un Raspberry avec du OpenTelemetry. Donc comme je mets en dessous là, il y a les outils, il y a Centréon, Zabbix, Grafana, OpenTelemetry, Prometheus, qui sont des outils soit de supervision ou soit de récupération au travers de sondes. Donc je mettrai en place un OpenTelemetry avec du coup la stack open source de Grafana. Tout ça sur un Raspberry. Je vous ouvrirai ça, vous irez dessus. Et on s'amusera à jouer des stress tests directement sur le Raspberry. Et comme ça, vous verrez, vous avez la RAM qui augmente, le CPU qui augmente, donc automatiquement, ça va créer des 500 sur le site. Et du coup, vous allez avoir des alertes qui vont pop. Voilà. Donc on fera ce petit exercice-là. Ça vous permettra, si vous avez un petit site ou un petit test à faire, de récupérer sur le GitHub le code, et puis vous pourrez le mettre en place sur votre site directement. Voilà, petit amusement. Et donc du coup, j'en ai énoncé quelques-unes de limites. Mais c'est vraiment sur les outils dits de monitoring conventionnel, parce qu'il y a des outils qui se disent monitoring, mais qui peuvent aller un peu plus loin et prendre le pas sur l'observabilité. Ça ne prend pas en compte l'impact des utilisateurs. Et à côté de ça, il n'y a aucune homogénéisation au niveau des traces, au niveau des métriques et des logs, etc. Parce que du coup, vous n'avez pas... Il n'y a aucune liaison qui se fait entre chaque élément, c'est juste une vérification de la sonde. Est-ce que ça monte, est-ce que ça monte pas, est-ce qu'il y a un trop peu ou un trop ou de trop. Voilà. Je vais laisser la place à Ronald, qui va du coup vous présenter toute l'observabilité, tout le principe, et j'en reviendrai. Donc, par rapport au scope qu'a décrit Baptiste sur le monitoring, pourquoi on en est venu à parler d'observabilité ? Le but, c'est de vous éclaircir un peu sur le domaine de l'observabilité. Les pendants, on entend un peu de tout. Il y en a qui mettent en concurrence le monitoring et l'observabilité. Je vais vous montrer qu'il n'y a pas forcément de différence. Donc l'observabilité, qu'est-ce que c'est ? C'est qu'on est arrivé en fait à un moment donné à un constat, à une limite sur les outils de monitoring qu'on connaissait à l'époque, depuis plus de 15 ans, très clairement, et surtout avec l'évolution technologique qu'il y a eu. Depuis 15 ans, on voit qu'en gros, les entreprises sont de plus en plus challengées. Il faut que l'accès à la donnée se fasse de plus en plus rapidement, de n'importe où dans le monde, avec des SI de plus en plus complexes. Donc en gros, les outils de monitoring, comme on les connaissait, ont des problématiques d'adaptation avec ces technologies qui souvent peuvent être éphémères. Si on met du microservice, si on met de la conteneurisation, on voit des exemples de e-commerce ou même des sites de, admettons, campagne électorale. En fait, ce n'est pas des infrastructures qui sont fixes. C'est qu'on va dire principalement que vous avez une infrastructure un peu dormante qui va être un noyau dur de ce qui va représenter, admettons, votre site web. Mais par contre, en jour de campagne ou de solde, vous allez on va scaler votre infrastructure par rapport au trafic des utilisateurs dessus. Et là-dessus, en fait, ça demande une gymnastique en termes d'élasticité d'infrastructure. Et là, le monitoring, en fait, a du mal à répondre à cette dynamicité des nouvelles infras. Donc très clairement, ça c'est le premier constat. L'autre, c'est qu'en gros, le monitoring ne s'adapte pas aux enjeux métiers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une alerte critique, que ce soit dans un Zabbix ou un Centréon ou autre, ça sera critique. Vous n'avez rien qui différencie un serveur d'un autre. Vous avez des tricks, on peut en faire dans du Centréon avec de la macro, vous mettez des macros de criticité, ou dans Zabbix avec des tags, mais aujourd'hui, rien ne différencie un critique d'un autre. Donc ça, c'est une autre problématique, parce que dire que vous avez des calendriers métiers, et de dire que vous avez envie, par exemple, pour une application RH ou même de paiement, sur le compta au niveau des bulletins de salaire, dire que là où c'est le plus critique, c'est à la fin du mois. C'est au moment de l'édition en fait, de vos bulletins de salaire. Le reste, en fait, l'impact, on peut le niveler vers le bas.
parce qu'en fait, ça sera moins urgent en termes d'intervention. Donc ça, très clairement, c'est une des problématiques des solutions de monitoring IT. Comme disait Baptiste, les outils de monitoring, leur but, ils ont été conceptualisés comme ça, c'est pour être simple. C'est-à-dire qu'une sonde, elle doit être simple, elle doit contrôler un indicateur et lever une alerte sur déclenchement de seuil. Point barre. Vous pouvez faire plus spécifique en termes de sonde, mais ça va vous demander beaucoup de développement spécifique si vous voulez faire la corrélation ou de l'agrégation d'indicateurs différents en une seule sonde. Donc là, très clairement, ça ne sait pas s'adapter parce que conceptuellement, ça a été pour faire des contrôles simples. Ça manque d'intelligence, alors je vais le mettre entre guillemets parce que dans le domaine du monitoring IT, il y a certaines solutions qui rattrapent un peu leur retard par rapport à d'autres solutions qui ont, elles, déjà prévu le cas sur l'IOPS, ce qu'on appelle l'IOPS ou le machine learning. Vous entendez parler beaucoup d'AI, de machine learning ou de l'IOPS, ce qu'on appelle l'intelligence opérationnelle. C'est qu'on va mettre de l'algorithmie de machine learning sur des cas vraiment IT. Et de dire qu'on va apporter de l'intelligence contre la pollution ou le bruit qui est émanant du système d'information. Donc principalement, ces solutions, comme conceptuellement parlant, elles n'étaient pas prévues pour ça, elles atteignent certaines limites. Pas de vision 360. Les outils de monitoring IT, comme le disait Baptiste, c'est des outils techniques faits par des techos et faits pour en gros des admins qui doivent contrôler. Sauf que vous percevez en fait un DSI entre il y a 15 ans et maintenant, il se fait challenger sur un spectre différent. Là où avant il était très axé KPI IT, maintenant en fait on lui demande mais en fait le service rendu aux utilisateurs il est comment ? Et aujourd'hui, quand vous avez besoin de communiquer, si vous vous mettez dans la peau d'un DSI qui est challengé par, admettons, des directeurs branches, et en gros, il a besoin de communiquer, pour avoir cette communication, il lui faut un système de data vis, de dashboarding transverse, qui lui permet de publier l'information à différents types de publics. Donc ça, très clairement, le monitoring, quand vous le mettez dans les mains d'un métier, généralement, ils tiquent. Ils font « mon Power BI ». Donc en gros, ils pleurent le style d'un Power BI parce qu'en fait, l'outil est beaucoup trop technique et ça leur parle pas. Pas de user-friendly. Comme on le disait, c'est un outil technique pour des techos, et manque de granularité. Les sondes, elles sont là pour remonter un changement d'état, faire de la métrologie, dire à des graphes, mais vous n'aurez pas de granularité plus loin. Vous ne pourrez pas, ça ne va pas vous dire la route cause des choses. Ça va vous dire ça a planté pour que les équipes gagnent en proactivité, comme le disait Baptiste, mais rien de plus. Donc après, c'est à vous de prendre votre petit bâton de pèlerin et d'aller sur le serveur pour comprendre qu'est-ce qui a fait planter la sonde en question. Donc, on en est venu à un moment donné de parler d'observabilité. Donc l'observabilité, il y en a qui pourraient dire que c'est un terme marketing, mais en fait, c'est bien plus que ça. C'est bien plus qu'un terme marketing. Il faut voir l'observabilité comme une expansion du monitoring. Là où, en fait, le monitoring s'arrêtait de dire je collecte, j'analyse et je détecte une anomalie pour gagner en proactivité et pas attendre que l'utilisateur nous alerte et dire ah bon ? Attendez, on va regarder. Donc la différence entre les deux, c'est que maintenant l'observabilité va répondre à la question du pourquoi. C'est qu'aujourd'hui, la supervision, elle ne répond pas à la question du pourquoi. Elle te dit ça a planté. À toi de trouver le pourquoi. L'observabilité va te permettre de pouvoir répondre à la question du pourquoi. D'amener cet élément de la route cause qui te manque en fait dans les outils de supervision. Donc, là où il était nécessaire aussi à un moment donné dans notre domaine métier, de rebaptiser un peu notre domaine, parce que ça c'était très compliqué, je l'évoquais. Donc ça, c'est un peu toute l'évolution des 15 ou 20 dernières années qui a pu se passer dans le domaine du monitoring. C'est qu'à un moment donné, c'était très dur pour un décisionnaire IT de comprendre de quoi on parlait. Déjà, notre domaine métier, des fois, on nous regarde avec des yeux de chouette parce qu'on ne comprend pas trop ce qu'on fait. Donc, très clairement, quand on commence à arborer différents types de produits qui ont leur spécialisation ou autre, ça devient compliqué pour un DSI de savoir de quoi on parle. Donc, en fait, on a tout rebaptisé ça dans le domaine de l'observabilité, qui est né en gros en mouvance 2019. On a commencé vraiment à parler d'observabilité en 2019 avec le virage de l'accélération du Move to Cloud, qui s'est opéré à partir de 2017 et qui a d'autant plus accéléré avec le Covid. Donc en fait, on commence déjà par la couche, on va dire la première des couches, c'est la métrologie. C'est-à-dire que sans métrologie, vous ne pouvez rien faire. Sans la science de la mesure, vous ne pouvez rien faire.
Je prends l'exemple simple et je vais prendre l'exemple simple sur pas mal de cas. C'est votre voiture. Votre voiture est le meilleur exemple de la supervision. Dire que votre tableau de bord, c'est votre supervision. Et en gros, votre voiture, elle a plusieurs sondes à disposition, que ce soit les plaquettes de frein, le contour, le régime moteur, la vitesse à laquelle vous roulez. Et en fait, ça, c'est de la métrologie. C'est de la métrologie. Et très clairement, la supervision s'appuie sur la métrologie pour déclencher des alertes. Dire, quand vous avez un voyant, par exemple, de plaquettes de frein qui s'allume sur votre voiture, c'est que la sonde elle a détecté qu'il n'y avait plus assez de matériaux pour pouvoir freiner efficacement. Donc c'est des seuils qui ont été mis en place. Donc très clairement, la métaphore de la voiture, c'est le meilleur cas d'usage que vous pouvez comparer pour comprendre. C'est parce que vous l'utilisez au quotidien et vous ne vous rendez pas compte qu'en fait, vous êtes devant une console de supervision. L'hypervision, donc l'hypervision, on parle d'hypervision en fait à partir du moment où on a pris le constat, dire qu'on a besoin de centraliser l'information en un seul point pour pouvoir modéliser les services rendus aux utilisateurs. Et pour ça, on a besoin de le centraliser en un point unique, de transformer, on va dire, une tour de contrôle, obtenir cette vision 360. Parce que, en fait, de monitorer, on va dire, techniquement une application, ça ne veut pas dire qu'en fait, votre application, elle est pérenne à 100%. Je prends un cas d'exemple. Dire, ok, vous faites un monitoring IT, nickel de votre application, vous contrôlez les ports de communication, les services, les process, tout ce que vous voulez. Rien n'empêche que si votre application, elle exécute des sauvegardes, et qu'en gros, vous n'êtes pas en matière de restaurer la base de données de votre application parce qu'en fait, vous sauvegardez dans le vide, bah, très clairement, le jour où vous allez avoir un crash, ça va être très problématique. Et en gros, l'admin sauvegarde, je pense qu'il va se prendre une soufflante. Pareil, vous avez des applications, souvent les ERP, SAP, PeopleSoft ou autres, ils ont des plans batch, des plans applicatifs de mise à jour des données. Donc très clairement, si vous avez une chaîne critique qui ne passe pas et que les données ne sont pas à jour, vous allez dire, ok, le DSI ou même du VIP vont appeler, il y a un problème sur l'application, vous allez envoyer une communication, non, tout est vert, il n'y a aucun problème. Très clairement, le DSI va passer un sale quart d'heure, et parce que en fait, les datas, par contre la disponibilité des datas, il y a eu un problème dessus. Vos traitements ont mal tourné, et ils n'ont pas mis à jour votre application correctement. Donc là, très clairement, c'est à partir du moment où vous constatez que votre SI est rempli de puits de données et qu'il faut aller capter l'information pour avoir une vision transverse des choses, bah très clairement, vous faites le constat qu'il faut monter de l'hypervision. Donc, couche au-dessus de la supervision. Okay, donc maintenant, vous pouvez voir des termes comme ITOps. Quand on parle du domaine de l'ITOps, c'est de l'hypervision, très clairement. Ok, donc on commencera à constituer de l'intelligence opérationnelle quand on fait de l'hypervision. Donc après, vous avez le domaine de l'EUE, donc End User Experience. Alors, terme plus moderne qu'on entend parler, Synthetic Monitoring. C'est là où on va mettre en place des robots automatiques, scénarisés, pour, derrière, tester le comportement des utilisateurs et de voir si on n'a pas de la régression par rapport à tout ça. Ça peut être ajout de paiement ou ajout dans un panier, je veux checker le paiement en carte bancaire. Vous allez mettre un scénario en place et en fonction des évolutions de votre application, vous allez tester qu'il n'y ait pas une régression sur cet élément-là. Ce qui est bien avec le UE, c'est que ça vous donne une vision théorique, mais la plupart des déploiements de UE, en fait de Synthetic Monitoring, sont faits dans les conditions les plus optimales possibles, parce que en fait, de le déployer en conditions réelles, très clairement, ça coûte un rein aux entreprises. Si on prend, là actuellement on est chez un assureur qui a plein de points d'agence pour en gros accueillir ses clients. Si vous voulez mettre on va dire un référentiel de synthétique vraiment correct, il faudra déployer des robots un peu partout en France. Et souvent, en fait, les solutions de synthétique sont payées au robot. Donc, ça pique. C'est-à-dire quand vous êtes une boîte où vous avez 2000 points de vente, vous ne pouvez pas vous permettre de mettre 2000 robots. Surtout que les robots, c'est pas 5 €. Donc la plupart du temps, en fait, ce qu'on dit, c'est que les architectures de synthétique ne sont pas déployées en étoiles, elles sont déployées dans les data centers ou dans des sièges, mais ça apporte une vision très limitée et très théorique. Donc quand vous vous adressez à des utilisateurs métiers et que vous arrivez avec vos chiffres théoriques, en gros, notre temps de réponse de scénario, il
1 seconde 3, alors que eux, en fait, ils sont dans l'Aquitaine et que ça met 12 secondes, 12 secondes 6. Pareil, discours qui est biaisé par rapport à la réalité des utilisateurs, donc ça pose un peu problème. Je dis pas que c'est pas vital, je dis pas que c'est pas bien, faut en faire, mais c'est un échantillon de données qui reste théorique. L'APM, donc là très clairement on commence à attaquer sur des éléments qui sont assez sympas pour faire une roadmap d'observabilité. Très clairement, je ne conçois pas une stack d'observabilité sans APM. Parce que l'APM va vous apporter, on va dire, l'introspection applicative sur les sollicitations du code par les utilisateurs et va vous permettre en fait de répondre à la question du pourquoi. C'est au lieu qu'en gros vous ayez un phénomène de gestion de crise que tout le monde peut connaître et que tout le monde est autour de la table et c'est de la faute à personne et tout le monde se renvoie la balle. Pendant ce temps-là, lui, l'utilisateur, il est au café et en gros il critique l'informatique parce qu'en fait on n'a toujours pas réglé son problème, quoi. Donc, très clairement, l'APM va vous permettre d'identifier d'où vient la root cause et aller être beaucoup plus efficace sur, au lieu de solliciter 15 acteurs différents au sein de la DSI, d'aller solliciter le bon acteur et derrière gagner en vitesse de résolution des incidents. Donc, réduire ce qu'on appelle le mean time to resolve, le MTTR. Okay, qui est vraiment l'objectif de réduire un maximum l'interruption de service. Et la RUM, le Real User Monitoring, très clairement, on est sur la collecte des traces utilisateurs. Donc là, vraiment, c'est ce que j'aime bien dire que c'est cherry on the cake. C'est généralement les équipes applicatives et métiers veulent avoir un spectre vraiment d'expérience de leurs utilisateurs, avec quel type de navigateur ils vont se connecter, sur quel type de résolution, par où dans le monde. Ça permet aussi d'élaborer des stratégies aussi de déploiement des applications. Si vous vous apercevez que votre application elle est worldwide et qu'en gros vous avez des data centers en Europe et qu'il y a des gens au Japon qui viennent utiliser et que les temps de réponse sont très mauvais, très clairement il faut revoir la stratégie IT. Il faut prévoir un data center dans la plaque Asie pour en gros améliorer le temps de réponse et l'expérience des utilisateurs. Donc très clairement, la RUM va permettre en fait d'obtenir ce genre d'informations très axées sur l'expérience utilisateur et va permettre en fait d'apporter des réponses là-dessus. Donc 3 grands piliers au niveau de l'observabilité, c'est vital. Sans ça, on ne peut pas y arriver. Bon, bien sûr, il ne faut pas les attaquer en même temps et vous verrez que si vous voulez les attaquer en même temps, ça va être très complexe. Donc le premier, très clairement, à pouvoir attaquer, ça va être les métriques. Vous allez vouloir mesurer avant toute chose, dire que ça soit des indicateurs IT, des indicateurs applicatifs, voire même des indicateurs métiers. C'est pareil aussi, sensibiliser vos développeurs à permettre une interrogation via API de leurs applications pour pouvoir aller capter du métrique en mode REST API. Ça permet aussi de venir étoffer la partie observabilité et de pouvoir en fait déclencher des alertes sur des éléments bien plus que du système pur. Donc ça, très clairement, c'est aussi une acculturation au niveau des développeurs sur, ok, vous pouvez penser vos applications, mais pensez aussi à l'observation de la bonne santé de vos applications. Permettez en fait une porte d'entrée à des outils pour pouvoir en fait aller collecter des indicateurs, on va dire, de vie de l'application. Vous avez les logs. Donc les logs sont orientés système ou application centrique. Okay, ils vont en fait tracer tout ce qui se passe au niveau d'un système ou tout ce qui se passe au niveau du cœur de l'application, très clairement. Et la trace est comme la log, sauf que c'est l'orientation qui est différente. La trace, elle est user-centrique. Elle est axée sur l'expérience utilisateur, son ressenti, les temps de réponse de chacun des éléments qui sont appelés. Et en fait, vous allez avoir beaucoup plus. Vous pouvez faire par exemple des dashboards de synthèse par géographie, les temps de réponse, etc. 1 seconde 2 à Paris, 6 secondes 5 du côté de Bordeaux, etc., etc. Vous pouvez faire des choses comme ça avec la RUM. Pareil, il y en a aussi avec des données de RUM. Ils peuvent voir en fait si vous avez positionné des liens pratiques de vos applications à tel endroit d'une interface et qu'en fait vous voyez que vos utilisateurs ils y cliquent jamais, style des short links ou autres, et vous voyez qu'en fait les utilisateurs passent jamais par là, vous avez un gros problème du XUI. En fait, c'est des problèmes d'ergonomie.
Donc ça permet aussi aux devs de dire, bah tiens, on a mis une zone préférentielle ici pour que l'utilisateur il clique dessus, mais en fait il n'y va jamais. Donc on a un problème. Au niveau des traces, est-ce qu'il y a des contraintes par rapport à la notion de RGPD? Alors oui. Le fonctionnement de Google Analytics que tu présentes Oui. avec des options supplémentaires qui m'intéressent beaucoup du coup. Comment ça se passe à ce niveau? Alors oui, au niveau de la RUM, en fait, tu as des contraintes RGPD. En fonction des boîtes, de toute façon, quand vous déployez de la RUM, généralement, ça demande un coup de tampon de la part de la Sécu. Et c'est pareil aussi, vous pouvez les déployer en phase de recette, mais ça permet aussi de mettre en évidence des appels potentiellement qui peuvent se faire en clair. C'est-à-dire que déceler des problématiques de dev où dans l'URL, on va mettre l'adresse email de l'utilisateur en clair, au lieu de transformer ça en token ou en un ID unique et qui, lui, en fait, va faire le lien avec les informations de l'utilisateur. Je vous raconte ça parce que on a déjà détecté assez récemment chez un contexte client où, en fait, l'adresse email de l'utilisateur était en clair dans l'URL. Donc, très clairement, ça peut lever aussi des problématiques. Mais aussi, on peut anonymiser les données avec la RUM. Tu as des options d'anonymisation. Dire que tu vas dire, là, je veux très clairement que tu masques tel élément au niveau de l'utilisateur. Donc ça, tu as la possibilité, mais tu passes toujours par un tampon RGPD, par la RUM, parce que plus tu descends dans l'introspection, en gros, voilà, tu t'approches de la donnée de l'utilisateur réel, donc ça peut poser des problématiques du RGPD, mais oui, tu as toujours le tampon de validation de la part de la Sécu là-dessus. Et après, ça dépend des clients. Tu as toujours un curseur, en fait, sur la publication de données. Mais ça permet aussi de déceler des failles dans des applications qui, au final, passent des trucs en clair en mode pump it up, quoi. Donc, l'observabilité, quels sont les bienfaits pour une entreprise? Très clairement, si vous décidez de déployer une observabilité, c'est très clairement, il y a deux axes. Il y a les moyens que vous allez mettre en œuvre pour pouvoir y arriver, et vous avez les bienfaits que ça va vous apporter. Donc très clairement, les moyens, il va falloir mettre en place de la télémétrie en place. Donc il y a des agents qui existent, il y a du Prometheus, il y a du OpenTelemetry. OpenTelemetry qui a beaucoup le vent en poupe sur tout ce qui est CNCF au niveau de la Cloud Foundation. C'est le deuxième plus gros projet au niveau de la Cloud Foundation après Kubernetes. Donc ça, il faut le savoir. Pareil, une accélération sur les 3 ans d'OpenTelemetry. Il y a de plus en plus de clients qui veulent déployer des agents open source pour leur permettre la flexibilité de changer, par exemple, la partie traitement des données derrière. C'est-à-dire que de ne pas être attaché à un lien propriétaire, un agent fermé par rapport à ça. Donc il y a un gros centre d'intérêt par rapport à ça. Donc on retrouve un peu les intérêts qu'on n'a pas pu avoir dans le virage 2008, où se séparer des solutions propriétaires pour repasser sur des modèles open source. Bon, en 2008, c'était pas forcément pour le bon critère, c'est qu'il y a eu le crash boursier, donc les entreprises ont dû faire de la réduction de coûts, mais ça a permis d'ouvrir le modèle open source un peu à un spectre beaucoup plus large et d'arrêter de considérer l'open source comme des sous-projets par rapport à des solutions éditrices. Donc vous allez devoir déployer des données métriques pour pouvoir avoir de l'information sur ce qui se passe, mais d'autres types de données comme les traces et les logs qui seront nécessaires à l'observation de tout ça. Et pouvoir analyser aussi bien un écosystème, un SI qui est, on va dire, on-prem, que chez un cloud provider comme Azure, Google ou AWS. Ou alors aller récupérer des informations qui peuvent être dans un environnement SaaS, je sais pas, par exemple du Okta, aller récupérer des informations qui proviennent d'un Salesforce ou autre en mode SaaS. Okay, mais pour ça, tout ça en fait va vous apporter des bénéfices. Pour l'entreprise, ça va vous permettre de clarifier la communication auprès de vos utilisateurs, des différents acteurs de la DSI, de dire, partez du principe qu'à partir du moment où vous allez mettre une stack d'observabilité, c'est une plateforme d'observabilité pour l'entreprise, et différents types d'utilisateurs vont pouvoir s'y connecter, pas que des techos. Vous allez avoir de la MOA. Dans certains contextes, on a développé de l'observabilité et des dashboards, on va dire du business application monitoring, sur comment l'application vit et se comporte, sur par exemple des informations de télévente. Aujourd'hui, en gros, tout le plateau télévente faisait ça sur Excel pour les enregistrements téléphoniques, etc.
elle recoupait les données. En fait, on a absorbé tout ce qui provenait des enregistrements téléphoniques d'AWS. On a couplé avec certaines données au niveau de Splunk, parce qu'on l'a fait avec du Splunk. Et derrière, on a pu permettre d'afficher un dashboard pour toute la direction de télévente sur les enregistrements téléphoniques et de dire que s'il y avait des doublons d'enregistrement téléphonique pour un client, c'était une anormalité et qu'il en fait fallait challenger le fournisseur qui sert en gros qui déposait lui les enregistrements téléphoniques. Donc en fait, vous pouvez élargir vraiment le spectre de regard et les use cases que vous pouvez répondre à l'entreprise et pas rester sur un critère IT pour IT. Ça permet en gros d'identifier la cause profonde puisque en gros au sein d'une seule et même plateforme, vous allez centraliser l'information en un seul point. Donc en fait, vous allez pouvoir avoir de l'information sur, admettons, la topologie d'incident. Vous pouvez, votre ITSM est une source de données, comme on le présentait. Vous pouvez aller capter l'information, aller récupérer les sauvegardes, l'ordonnancement, des informations applicatives. Et avec tout ça, vous allez mélanger les logs. Donc en fait, vous pouvez coupler l'arrivée d'une alerte ou d'un incident avec une occurrence ou une pattern de log au sein d'une même plateforme et faire la corrélation entre les deux. Puisque la plateforme vous permettra, et elle aura la puissance, parce qu'elle est prévue pour le faire, elle aura la puissance de pouvoir corréler les deux informations entre elles. Okay. Elle va vous permettre aussi d'améliorer directement la gestion de la performance. Vous allez pouvoir détecter la récurrence des événements, pouvoir analyser une situation à l'instant T par rapport à une baseline passée. Dire est-ce qu'on est mieux, moins bien. Ça va vous permettre de réduire le bruit. Dire ce qu'on disait, c'est qu'il y a de l'intelligence opérationnelle. Vous pouvez mettre en place des use cases d'intelligence opérationnelle. Dire ne pas vous baser que sur oh, j'ai dépassé un pic de 90% de CPU. Ah bah tiens, je vais déclencher une alerte. 5 minutes après, oh, on a redépassé le pic. Ah bah attends, je respam l'équipe. Ça, c'était aussi le problème des solutions de monitoring IT. C'est de ne pas apprendre sur l'historique d'une métrique. Et en gros, le moindre dépassement de seuil va déclencher une alerte. Donc vous pouvez mettre des cas d'usage beaucoup plus complexes sur la détection d'alerte et réduire la pollution auprès des équipes pour que les équipes se concentrent en fait sur de l'amélioration continue. Aujourd'hui, un admin, là où il est challengé, c'est pas de savoir si la partition disque elle est saturée ou pas. Maintenant, il y a des mécaniques d'automation, de nettoyage qu'on pourrait faire en remédiation ou autre. L'admin, aujourd'hui, il est challengé pour tuner le système, optimiser le système pour qu'il réponde au mieux aux exigences des applicatifs. C'est-à-dire que l'admin, qui à l'époque pensait qu'il faisait de l'IT, de dire « ouais, moi je monte un Windows, machin, etc. » C'est terminé ça. C'est terminé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, depuis au moins 2014-2015, un admin, il doit exceller dans le tuning de son OS pour répondre aux exigences des sollicitations de l'application. Sinon, de dire je veux faire de l'IT pour de l'IT et dire moi c'est Windows, je donne des événements Windows, etc. C'est un kiff, mais ça ne sera pas l'avenir de ce domaine de métier. Donc ça permet aussi d'assurer le lien entre l'IT et les enjeux métiers, comme je vous disais. C'est qu'aujourd'hui, les équipes IT elles sont challengées à donner de la visibilité sur ce qui se passe quand en gros les utilisateurs sollicitent les services rendus. Et il y a besoin de créer ce lien, de dire que l'IT, il faut arrêter qu'en gros que l'IT soit vu comme une bulle dans sa bulle ou dans une tour d'ivoire par rapport aux utilisateurs métiers. Il faut qu'on puisse renouer les échanges avec, pouvoir échanger avec et publier aussi sur la bonne santé. Sans aller dans une granularité folle, mais de dire que peut-être la bonne santé de l'enveloppe d'infrastructure, au lieu que les applicatifs aient un gros doute sur ce qui se passe, on leur met un voyant par rapport aux indicateurs de performance, et en gros, on a juste vulgarisé l'information, ce qui était nécessaire aux applicatifs pour savoir est-ce que actuellement tout va bien. Ça permet de diminuer les frictions. Quand je vous disais la gestion de crise et la chasse aux sorcières, donc les war rooms, le phénomène de war room, ça existe, c'est-à-dire que 15 personnes sont autour de la table et ils se tirent la bourre les uns avec les autres. C'est pas moi, c'est le réseau, c'est pas moi, c'est le stockage, c'est pas moi, c'est les gars du système qui ont pas sizé les machines comme je l'avais demandé. Mais non, c'est les développeurs, ils sont encore plantés dans le code, ils ont fait n'importe quoi. Donc ça, on l'a tous vécu. Pendant ce temps-là, ça crée des frictions, les équipes se fritent, et ça reflète une mauvaise image
au niveau de la DSI, puisque l'utilisateur, pendant que tout le monde se frite et cherche une aiguille dans une botte de foin, bah lui, il est toujours au café et bah, il peut pas bosser. Donc voilà. Ça positionne aussi l'entreprise comme leader dans la stratégie de la transformation numérique. C'est-à-dire, si vous optez pour un move to cloud, mais par contre vous modernisez pas votre manière de voir, rien que le domaine du monitoring, vous avez pas pris cette prise de recul et dire bah ouais, maintenant on a mis tout en microservices, etc. Ouais, mais comment on supervise en fait? Bah c'est trop tard en fait. C'est trop tard. Dire que c'est comme faire un move to cloud si vous faites juste ce qu'on appelle un shift and lift. C'est-à-dire que j'avais ça dans mes data centers, maintenant je mets ça chez mon cloud provider. Vous allez vous taper un surcoût de facturation monstrueux. Parce que il y a différentes steps sur un move to cloud, il y a le shift and lift, mais après il faut transformer. Parce qu'il ne faut pas garder ces infrastructures allumées 24/24 si vous ne les utilisez pas. Donc il y a de l'optimisation de coûts. Et sur un shift and lift, bah, un move to cloud, il y a ce qu'on appelle le FinOps à prévoir. Donc ça, c'est pareil, c'est des use cases que vous pouvez développer avec une stack d'observabilité, de voir ce qui consomme des coûts au niveau de vos clouds, en fait, à travers les data que vous récupérez. Et ça permet de valoriser davantage l'innovation. Effectivement, si vous montrez que par rapport à il y a un mois, bah, les actions qui ont été menées par la DSI pour améliorer la performance, vous êtes capable de mesurer avec des KPI que Baptiste va vous parler juste après, bah en fait, vous valorisez l'énergie, l'investissement et même le budget qui a été mis dans l'amélioration de la performance de l'infrastructure. Dire, bah regardez, on a quelque chose de palpable. Aujourd'hui, on a des temps de réponse, une réduction du temps de réponse de 30% par rapport au mois précédent ou il y a 6 mois. Donc en fait, derrière, bah, par rapport, vous avez quelque chose de palpable vis-à-vis du métier, de dire, bah, vous voyez l'investissement qu'on a fait, bah, il n'est pas pour rien. Donc voilà. Voilà les bienfaits que ça peut apporter. Et pour conclure, et après je passe la main à Baptiste, une roadmap d'observabilité, c'est comme un bon burger. Très clairement, ça s'empile par stack. Donc en fait, il faut se construire sur de bonnes fondations à base de métriques, de logs et de traces. Okay. Donc très clairement, il faut choisir, quand vous montez une stack d'observabilité, il faut choisir quelque chose qui soit le maximum interopérable possible avec votre système d'information, et que si vous changez une brique, en gros, ça ne remette pas tout en considération tous les éléments de votre stack. Il faut au moins qu'il y ait un connecteur, un lien qui vous permette en fait de pouvoir construire une stack, qu'elle soit unique, hein, de dire mono techno, de dire que vous avez toute votre stack sur un éditeur, ou de dire vous faites de l'hybride. Et il faut qu'en gros il y ait un lien qui vous permette en fait de dire bah tiens, si je retire ça, je peux le remplacer par ça facilement. C'est un des secrets, et pour ça il faut de bonnes fondations. Une stack d'observabilité robuste, scalable et interopérable, comme je dis, avec votre écosystème. Robuste, pourquoi? Parce qu'elle va engranger un maximum de data. Et en fait, vous allez la challenger en termes de calcul, en termes de possibilités. Et donc, en fait, si vous avez besoin d'étendre la puissance de votre architecture par rapport à ça, il faut quelque chose qui soit très flexible. Une centralisation des remontées d'informations pour vous apporter une vision 360 du système d'information. C'est le but. Faut que vous pensiez ça en tant qu'offre de service. Si vous êtes product owner d'une solution d'observabilité, dire vous offrez un service à la DSI. Donc très clairement, il faut que vous apportiez cette tour de contrôle qui est tant souhaitée en fait par le DSI, mais pas que, par d'autres utilisateurs en termes de partage d'informations. Un framework de database qui vous permet de communiquer avec n'importe quel type d'utilisateur. La nécessité de vulgariser l'information, plus ou moins complexe, mais vous devez vous adapter à l'utilisateur, au public auquel vous vous adressez. C'est-à-dire, si vous amenez une approche, vous arrivez avec des graphes de malade, sauf qu'en gros, l'utilisateur il est obligé de faire bac plus 12 pour comprendre ce que vous voulez afficher, c'est hors sujet. Il y a quelqu'un qui m'a déjà dit de dire qu'un utilisateur, à partir du moment où il commence à réfléchir, quand il regarde un tableau de bord, c'est déjà perdu. Normalement, il doit en fait comprendre un maximum de choses en balayant l'écran rapidement. Ok ? Être créateur de valeur, c'est important. C'est-à-dire que si vous portez une roadmap d'observabilité en entreprise, quelle qu'elle soit, vous devez être porteur de valeur.
Dire que pour les utilisateurs auxquels vous vous adressez, vous devez faire la différence. Ça va être le secret d'une roadmap d'observabilité réussite, c'est que en gros, vous allez répondre aux enjeux et pas juste une perception de soit trop technique ou autre, mais vraiment à ce qui touche aux problématiques au quotidien des équipes et appuyer là où ça fait mal. Appuyer là où ça fait mal, de dire que voilà, je t'ai mis en évidence effectivement bah, tes problématiques. Ok, ça fait jamais plaisir de lever la poussière sous le tapis, mais par contre, ça va améliorer le service que tu vas rendre pour tes utilisateurs. Tac. Allez. Il veut pas switcher. Et je laisse la main à Baptiste. Non, pas de bol. That's a fail. Bol. Tac. Alors attends. Alors attends, est-ce qu'on va pouvoir basculer? Ok. Yes. Yes, c'est bon. Alors donc du coup on va maintenant amener sur la troisième partie du coup de la présentation. Donc on a vu l'observabilité juste avant. Et donc maintenant on va arriver sur le principe des KPI qui s'applique du coup à un peu toutes les entreprises. C'est un principe qui a été mis en place dans les années 60-70 et qui du coup permet de... donc ce qu'on appelle un indicateur de clé de performance. Donc ça permet en fait d'observer tout ce qui se passe, de pouvoir, de maximiser la réalisation dans une entreprise. Donc ça va être une unité de mesure qui va être quantitative et qualitative et qui permet de pointer les pertinences d'un projet. Donc ça va être soit négatif, soit positif. Donc là on voit une analyse du coup sous un module sous Dynatrace qui permet de faire une observation en fait, de différents métriques sur l'écran du haut. Ça vous permet du coup, ça ressemble à ça en fait, une stack d'observabilité. Ça permet aussi de présenter des dashboards et d'observer du coup l'infra, tout ce qui se passe en fait au niveau APM, applicatif. Et donc du coup, pour revenir sur ces KPI, donc ça permet en fait de mesurer différentes choses. Ça permet de prendre des décisions stratégiques. Ça permet de piloter une activité pour observer du coup tout ce qui se passe et tout ce qui est positif ou négatif, comme j'expliquais. Amener ça au niveau d'une application aussi, donc de détecter les points chauds, les points sensibles, de définir du coup associer des plans d'action, parce que l'idée c'est qu'un KPI est égal à un plan d'action, que ça soit positif ou négatif. Ça peut être se dire j'ai un KPI qui est là et qui est fixé. Par exemple, il est très positif, donc du coup, le plan d'action, ça va être, on va communiquer dessus, on va le mettre en exergue, etc. Et donc, du coup, l'idée de ces KPI, c'est aussi de faire attention à ce qu'on définit. Parce que si tu définis des métriques qui sont mauvais et qui ne sont pas pertinents, tu vas perdre, tu peux faire tomber ta boîte en te mettant en... Comment dire? J'ai le terme en anglais. En te focusant, en te mettant en vision uniquement sur des termes qui sont pas bons. Donc, il y a deux types, du coup, de KPI. Les KPI qu'on dit d'activité. Donc, ça peut être le taux de satisfaction des employés. Ou le KPI, du coup, d'impact. Donc, c'est, par exemple, évaluer les actions que fait une entreprise. Donc, on va prendre un exemple concret, dans le milieu de l'aérien, par exemple. Donc, je sais pas, il y a Monitoring Airways qui fait voler des avions. L'idée, c'est on peut avoir deux KPI possibles sur ce type d'entreprise. Donc, par exemple, un premier qui va être le taux de remplissage par avion, et un second qui va être le temps moyen passé en vol par avion et par vol, quoi. Bref. Et donc, du coup, l'objectif qui est derrière tout ça, et l'objectif général de tout, c'est de maximiser, du coup, le taux de rendement de la flotte. Donc, se dire, bah voilà, j'envoie 3 avions, je voulais en envoyer 4, mais j'en envoie que 3. Du coup, ça me permet d'optimiser mes coûts. Donc, voilà. Donc, comme je disais, il y a cette vision transverse qui est associée, du coup, à tout le domaine de l'observabilité, donc qui pointe tous ces KPI-là.
Donc c'est ce qu'on voit en bas à droite, ce qu'on appelle du coup une méthode de service. C'est qu'expliquait Romuald tout à l'heure. C'est vraiment ce qui est situé dans l'hyperviseur. C'est le dashboard qui va vous montrer en une seule vision, qui va être du coup à dispo des DSI, donc des managers, etc., et des décideurs, d'avoir une vision très simple de l'état de santé des KPI et d'état de santé aussi du service, des services informatiques, etc. C'est l'idée. Donc là, l'idée, c'est, ok, vos KPI sont définis, qu'est-ce qu'on en fait, comment on les traite, comment on les optimise, comment on les situe. Donc on peut partir de là en se disant que les KPI évaluent donc toute la performance d'une application, d'une organisation ou d'un processus. Il peut être aussi associé à une personne, une entité. Et donc du coup, on va voir du coup la deuxième partie qui est l'association au SLA et la pertinence de les liens entre eux et la pertinence pour l'entreprise. Donc là, ce qu'on voit, c'est donc du coup les différentes entités. Donc le KPI qui a été instauré dans les années 60-70, et du coup là une entité qui a été poussée par les SRE de Google. Donc c'est en gros c'est des DevOps qui vont optimiser un peu le système et qui vont optimiser aussi tout ce qui est sécurité et vision. Et donc du coup on a cette arrivée des ronds verts, jaunes et rouges, qui sont du coup les SLA, les SLI et les SLO, qui ont chacun leur but et leurs besoins. Donc, ce que je disais, quelle est la liaison entre les SLA et les KPI? L'idée, c'est qu'un SLA, ils définissent l'engagement client. Donc, il y a des seuils qui sont fixés. Il va y avoir des accords, un contrat qui va être signé avec l'entreprise et les personnes qui mettent à disponibilité les services. Et en disant, ok, tu t'es foiré, maintenant, comment ça se passe? Tu vas nous voir quelque chose, tu vas détériorer le service sur un an, sur un trimestre. Voilà. C'est le but des SLA. Et donc à côté de ça, les KPI qui permettent de mesurer la performance en interne et d'optimiser le tout. L'idée de mettre en place des SLA et des KPI, c'est du coup d'assurer un effort interne pour que le client en end-user soit le plus satisfait derrière vis-à-vis de son expérience. Donc, on va prendre au cas par cas. Donc là, la première stack qui sont les SLA. Donc, comme je disais, c'est les accords formels qui sont constitués entre l'équipe de service et la DSI ou le sponsor. Donc, si on prend l'exemple des avions, on peut... Donc si on reprend l'exemple des avions avec le remplissage et le nombre de vols optimisés, on peut dire qu'il y a des SLA, des accords qui vont être visés avec l'entreprise. En cas de non-respect, les acteurs devront rendre des comptes. Donc, imaginons, on doit faire décoller 40 avions. Si tu en fais décoller 45, tu as une perte de 5 vols complets avec le kérosène, tout ce qui en découle, c'est ça. Donc voilà, ça c'est ce qu'on appelle le SLA. C'est en gros, tu gères pas ton système, tu vas devoir rendre des comptes dans tous les cas. Oui. Pour être sûr de bien comprendre l'exemple que tu prends là par rapport à la compagnie aérienne, Oui. on pourrait dire qu'un SLA, c'est de convenir avec le client final qu'il y a un taux de remplissage de 90% des avions et que si ce n'est pas le cas, en fait, la boîte doit rembourser. Imaginons il y a 70 personnes au lieu de 90. Exactement. C'est ça Exactement, c'est ça. Okay. C'est l'idée. Et donc, du coup, à côté de ça, les SLA, on est en liaison directement avec ce qu'on appelle les SLI, qui sont du coup les indicateurs. Donc ça, c'est vraiment du calcul spécifique. Là, on va prendre d'autres exemples déjà par rapport à l'IT, par rapport à l'informatique. Les SLI, ça va permettre du coup de quantifier via des indicateurs. Donc il va y avoir des indicateurs de taux d'erreur dans l'informatique, donc ce qu'on appelle le failure rate. Donc imaginons que vous avez sur 1000 utilisateurs, vous en avez 5 qui sont en erreur, qui tapent une 500, ça va, ça passe. Par contre, au lieu de 5, vous en avez 15, 20, 30, là ça devient gênant. Et donc du coup, il va potentiellement falloir faire des actions et mettre en place du coup des SLO pour récupérer cette information-là. J'ai perdu ma souris. Vous avez à côté de ça, du coup, la performance, ce qu'on appelle associée à la latence.
Donc vous avez vos services en informatique qui doivent... une page qui doit répondre en 3 secondes, je dis une aberrance, hein, mais en général c'est pas 3 secondes, c'est beaucoup plus bas. Si elle dépasse les 5 secondes, il va falloir faire quelque chose. Il y a ça. Il y a donc du coup le rapport au robot de tout à l'heure qu'expliquait Romuald par rapport au synthétique. C'est, imaginons vous avez une page qui répond à 200, vous avez un contrat qui doit être envoyé, sauf que un contrat créé, mais derrière il faut que l'utilisateur puisse recevoir un mail qui valide que son contrat a bien été créé, etc. Un robot va être en place pour tester toutes les 5 minutes, par exemple, le fait que le système de mail fonctionne. Alors oui, il y aura un 200, l'utilisateur aura créé, mais bec dans l'eau, il n'aura plus aucune visibilité sur sa suite. Il aurait dû recevoir un code par mail. Oui, effectivement, il y a un problème. Le robot détecte, et donc du coup, on pousse une alerte là-dessus. Et donc du coup, le dernier cas, c'est ce qu'on appelle l'Abdex, qui a été mis en place aussi par Google, du coup, qui permet de définir, donc c'est ce qu'on voit en bas, le petit, qui permet de définir en fait la tolérance ou la souffrance des utilisateurs. Donc en gros, c'est un calcul un peu pseudo-savant, qui du coup permet de savoir si la totalité de vos utilisateurs sont en souffrance ou non, et s'ils ont une bonne... comment dire, une bonne... voilà, si tout se passe bien dans l'idée. Un bon ressenti. Merci. Voilà. Et donc du coup, comme j'expliquais, il faut que ce soit ces KPI ou ces SLI, qui sont du coup des métriques à différents niveaux, il faut qu'ils soient pertinents, il faut qu'ils soient bien visés. Donc on va prendre l'exemple d'Abraham Wald, qui est un mathématicien qui nous a bien été utile pendant la Seconde Guerre mondiale, qui du coup a fait une autre étude. Donc des ingénieurs observaient du coup les avions qui revenaient, donc ce qu'on voit en haut là, donc avec du coup les points de les balles, donc les balles qui avaient perforé l'avion. Et donc du coup les avions revenaient comme ça. Donc ça c'est on va dire donc du coup un SLI qui a été défini, donc avant l'heure bien sûr. Un SLI qui a été défini, et on s'est dit vu qu'il y a des points d'impact ici et que les avions reviennent, c'est que on va optimiser, on va mettre des renforts sur les points rouges. Et du coup, ce petit gars, il est arrivé, donc petit mathématicien, et du coup, il a dit, mais non, en fait, le problème, si les avions reviennent et qu'ils sont perforés à cet endroit-là, c'est que techniquement, ils vont bien. Donc l'idée, c'est de ne pas regarder le SLI dans un sens, mais le regarder dans l'autre sens. Et donc du coup, de renforcer là où il n'y a pas des points d'impact. Donc le réservoir, on voit la queue, donc si la queue tombe, il n'y a plus rien. Donc voilà, c'est l'idée. Comprendre qu'un SLI doit être positionné comme il faut et où il faut. Sinon, ça ne sert à rien. Petit tip, on appelle ça le phénomène du préjugé de survie. Doudoudou. Et donc du coup, les SLI sont reliés au SLO. Et les SLO, c'est très simple. En fait, c'est l'idée de fixer des seuils. Donc, ce qu'on pouvait fixer sur le monitoring, le monitoring, la supervision. Là, on va fixer des seuils sur des SLO. Donc, on prend le SLI, on se dit, comme tout à l'heure, l'idée, c'est on passe à 25 utilisateurs qui sont en souffrance et qui ont des 500. On va fixer un seuil à 20 et dire, dès qu'on va dépasser ça sur un temps donné, on va récupérer ce SLO et le pousser en alerte. Donc envoyer un mail, envoyer un machin. Et l'idée, c'est de pouvoir positionner des SLO sur différentes temporalités et d'ensuite prendre ces SLO et ses limites et les transformer en SLA. Parce qu'un SLA, qu'est-ce que c'est? C'est une limite qui est donnée sur un métrique, sauf que on y ajoute un agreement, on y ajoute un contrat dessus. Donc voilà, l'idée c'est d'avoir différentes temporalités sur les SLO et qui permet du coup d'observer soit des signaux faibles, ce qu'on appelle des signaux faibles, donc un SLO qui va être sur 5 minutes, de se dire sur 5 minutes j'ai une toute petite variation, mais sauf que c'est un service tellement critique qu'on veut le catcher, qu'on veut l'observer, et on envoie une alerte dessus. Et à côté de ça, des SLO qui vont être sur un trimestre et qui vont du coup permettre de définir les SLA. Voilà. Donc ça, c'était les KPI, et les SLI, et les SLA, et les SLO en général. C'est ce qui permet d'optimiser votre observabilité et d'avoir des alertes en avance de phase qui sont vraiment impactantes pour l'utilisateur. Et pas
comme tu disais, un principe de serveurs qui sont toujours en 95%. Ça ne sert à rien de monter une alerte si les utilisateurs ne sont pas impactés. Voilà. Non, perdu. Non, perdu. Encore. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions, après ce lourd dossier sur l'observabilité? Désolé si on endormi un peu. Moi, j'ai une question sur la partie enjeu métier que vous avez bien exprimé. Ouais. Est-ce que, parce que ça peut en tout cas me concerner aussi assez directement, est-ce que vous auriez peut-être des exemples éventuellement où vous avez pu intégrer des personnes métiers dans des logiques de supervision dans le cadre de mission et comment ça s'est passé en fait, par curiosité? Alors, concernant en fait, on a un client où on a beaucoup œuvré sur tout ce qu'on appelle du BAM, du Business Application Monitoring, qui travaille dans l'énergie. D'accord. Donc, en fait, ce client-là, sa prérogative, c'est de savoir si par exemple, ses workflows de facturation fonctionnent correctement et minimiser le nombre de rejets par rapport aux différents traitements qui passent dans SAP. Sur la réconciliation, la valorisation des factures, etc. Donc il était nécessaire en fait pour les relevés de gaz et d'électricité de pouvoir s'assurer que chacun des traitements est tourné comme il faut, voir s'il y avait des rejets, en fonction des rejets, de pouvoir identifier le motif du rejet pour permettre en fait aux équipes, aujourd'hui les équipes applicatives métiers intervenaient à J+1 pour une problématique de dire de la veille, parce qu'ils n'avaient pas de reporting plus temps réel que ça. Donc en fait, on a mis en place un système de couplage avec le retour des traitements SAP, où en gros, on a suivi à la demi-heure les traitements d'exécution sur les 5 steps de la chaîne de facturation. Et derrière, en fait, ça a permis aux équipes d'être beaucoup plus réactifs, parce que très clairement, d'attendre une journée pour corriger une problématique de facturation où potentiellement vous allez la régler, en fait, très clairement, c'est une perte de temps et une perte de rentrée d'argent pour l'entreprise. Donc ça, par exemple, c'est des cas d'usage où... n'est pas content. Voilà. Ouais. Et donc voilà, et puis très clairement, ça a été un des exemples les plus flagrants. En plus, en mettant en place cette partie-là, on a identifié qu'il y avait des traitements SAP qui, en fait, ne réalisaient pas certaines actions. Et il y avait, par exemple, des reliquats qui étaient en attente depuis 1250 jours. Donc, ça, c'est grâce à l'expertise métier que vous avez pu rentrer dans les chaînes de... Alors ouais, on a beaucoup échangé avec le métier, très clairement, comment ça se passe quand on veut attaquer des use cases avec le métier, des use cases IT, on va dire, quand on fait du monitoring depuis quelques années, on commence à connaître certains domaines, on a certains réflexes sur les sondes à mettre en place qui peuvent être intéressantes, etc. Le métier, c'est toujours spécifique, puisqu'en gros, il faut rentrer dans le comportement de l'application, la comprendre et en tirer un maximum de valeur. Donc il y a un process, on va dire, d'onboarding de la use case où en fait on va toujours commencer par une interview avec les gens du métier, où on va essayer de cibler en fait des questions pour essayer d'identifier les problématiques au quotidien et essayer d'en dessiner des indicateurs clés. Déjà définir les KPI. C'est ça. C'est en fait, ça passe toujours par une phase d'interview. Vous n'avez pas le choix, parce que vous ne pouvez pas vous projeter en disant ouais je pense savoir comment ça marche. Non, vous avez besoin d'identifier là où sont les problèmes des utilisateurs, donc de l'équipe, qui demande en fait d'onboarder du monitoring, même applicatif, et de comprendre en fait leurs problématiques et de mettre des indicateurs d'observation qui vont être pertinents, comme disait Baptiste, de mettre les bons indicateurs, parce que vous pouvez aller, monitorer, je vais vous dire une gestion de stock, mais c'est pas du tout ça qui les intéresse, parce qu'en fait, tous les jours, ils ont de multiples incidents sur un autre truc. Leur priorité, peut-être que la KPI de gestion du stock va être bien, mais c'est peut-être pas un indicateur primordial sur une première itération du monitoring. Donc c'est comme je vous disais, il faut être créateur de valeur. C'est-à-dire que si vous voulez maximiser et la réussite de monter votre offre de service, de votre map d'observabilité en entreprise, ça va être d'être pertinent dans l'identification et répondre aux problèmes, aux problématiques au quotidien. C'est-à-dire que l'équipe applicative qui doit constamment, à longueur de journée, répondre à des problématiques, des incidents, etc. aux utilisateurs, ils sont challengés là-dessus, c'est de la bande passante en moins
pour améliorer leur service, parce qu'en fait, ils sont obligés de faire le mode pompier, à constamment répondre à des problématiques qu'ils subissent. Et en fait, si vous leur amenez, on va dire, des mécaniques beaucoup plus automatisées d'observation, beaucoup plus temps réel, où ils vont pouvoir en fait dégainer beaucoup plus rapidement des correctifs, bah, vous réduisez le risque d'interruption de service. D'autres questions? Quand vous parlez par exemple là, de monitorer, d'observer toutes les 30 minutes le fonctionnement d'un fonctionnement SAP, ouais. Vous le faites avec des robots qui vont simuler des comportements ou vous vous basez sur les retours de vrais comportements qui sont passés? Alors là par exemple sur ce cas-là, vu qu'on était carrément sur l'aspiration de données applicatives des traitements SAP, en fait les traitements SAP nous déposaient sur par exemple un point de stockage les résultats de traitement. Et en fait, vu qu'on l'avait fait avec du Splunk, on a mis un agent Splunk sur ce serveur-là, et en gros, on a aspiré tous les résultats de traitement. Et après, on les a processés, on les a calculés, on a corrélé les données de chaque traitement. Ça n'a pas été simple parce qu'il a fallu faire de la corrélation, et on s'aperçoit que le développeur qui a fait le traitement numéro A, c'est pas le même développeur qui a fait le traitement numéro B. Donc le développeur, on va dire B, il s'est fait un petit kiff et il a renommé le champ. Donc derrière, il faut faire de la réconciliation. Donc c'est aussi important là-dessus, dire que quand vous mettez en place de l'observabilité et quand vous acculturez les gens à de l'observabilité, c'est aussi d'établir des normes, des nomenclatures, que ce soit sur les normes de vos logs pour accélérer l'apport de valeur. C'est-à-dire si vous, tous les 3-4 matins, à chaque fois qu'il y a un log custom, vous êtes obligé de faire des règles d'enrichissement spécifiques, etc. Alors, dans un premier temps, vous pouvez le faire, mais il faut en parallèle acculturer les gens, bosser avec les architectes transverses, dire que les gars, il faut qu'on mette en place des nomenclatures sur la restitution des logs, le format, est-ce que tous les logs doivent être au format JSON, est-ce qu'en gros, ils doivent être segmentés de telle manière avec tel délimiteur pour qu'en gros, on arrive à découper les logs et créer de la valeur plus rapidement. Voilà, c'est tout ça en fait qu'il va falloir mettre en place en termes de logique pour accélérer la création de valeur. Parce que si à chaque fois, vous devez reconstruire, on va dire, les fondations de votre maison, parce qu'en fait, chaque truc est custom à chaque fois, ça sera problématique. Mais dans ce cas-là, par exemple, sur SAP, après, tu n'as pas qu'un seul type de monitoring. Là, tu vois, on était vraiment sur du BAM, au cœur des traitements, le Business Application Monitoring. Mais tu peux faire du monitoring SAP. Tu vois, par exemple, je crois que Dynatrace, tu as un module SAP. Pour Dynatrace, tu as Splunk aussi, qui a un module d'observation, de monitoring d'une infrastructure SAP, etc. Donc tu peux faire du monitoring vraiment de comportement de socle, de ton socle en tant que tel, et aller plus en fait dans les traitements de fond, et dire voilà ce qu'on appelle du BAM, très clairement, quand tu commences à aller dans les traitements, exploiter les données de tes traitements, et de voir, c'est en gros tu observes le cycle de vie de ta data tout au long de son intégration. D'autres questions? J'ai une question. Ouais. Je vois qu'il y a surtout une approche par l'efficience qui est très importante dans le métier, la satisfaction client, tout ça dans un but d'optimiser financièrement les business, quoi. Avoir un maximum de business pour un minimum de coûts sur l'infra. Et avec il y a de plus en plus de démarches RSE. Et j'ai l'impression qu'il n'y en a pas loin en fait de savoir quel est le coût environnemental. Alors, on n'en a pas parlé, mais en fait, tu as des use cases de Green IT. Tu peux, en fait, par exemple, avec des plateformes d'observabilité, mettre en place des use cases de Green IT. Il y en a qui le font en allant collecter les indicateurs de leur data center et de pouvoir exploiter et dire voilà, notre consommation électrique, elle est de temps, donc multiplié par le facteur de carbone que ça peut entraîner. Donc ça, tu as des use cases comme ça. Mais effectivement, de dire que là où tu es très proche, de dire qu'aujourd'hui, sur des données AWS, je te prends un cas d'exemple, je dis à CloudWatch de me balancer tout ce qu'il me faut au niveau d'AWS, tout ce qu'il me faut via Firehose, je prends de Splunk parce que je fais du Splunk, et derrière, je peux te faire de la suggestion dynamique. Je peux te dire, tiens, il y a telle enveloppe qui est surutilisée ou sous-utilisée, je te conseille de passer à telle enveloppe. Donc ça fait du FinOps. Donc derrière, tu peux en fait faire de la suggestion dynamique. C'est des use cases d'IOPS, d'intelligence opérationnelle, de dire tiens, cette enveloppe elle est sursizée ou sous-sizée. Tu as juste en fait analysé, admettons, ta conso CPU, ta VK de mémoire, de dire tiens, en fait,
Les mecs, on a tous connu ça en projet. L'équipe a dit ouais, il me faut 128 cœurs, 256 gigas de RAM. Et au final, l'application, elle en consomme que 12, quoi. Donc en fait, très clairement, cette puissance machine qui peut être allouée à d'autres, en fait, peut servir. Donc oui, t'en es pas loin de dire avec une stack d'observabilité, c'est de dire sur les use cases, tu peux même, par exemple, je vais vous mettre un cas d'usage pour avoir échangé avec des gens d'Airbus, t'as une personne et demie, 2 personnes qui sont allouées full time sur le FinOps. Dire qu'ils épluchent les data et derrière ils essayent de voir là où ils peuvent optimiser les coûts parce que rien que de mettre une politique d'arrêt-relance, de machine d'intégration ou de formation ou tel autre, va te faire gagner une enveloppe budgétaire à l'année qui va être monstrueuse. Ça coûte cher l'électricité. L'électricité ça coûte cher, mais aussi si on prend un modèle en pure cloud, dire chez AWS, si vos environnements hors prod, vous vous amusez à les allumer en pleine nuit, 24-24, 7-7, l'addition, vous allez la sentir passer, quoi. Donc très clairement, ça met aussi des politiques, des stratégies IT sur mettre en place des mécaniques d'automation, d'arrêt-relance des machines, de peut-être containeriser certaines fonctions pour dire que, au final, je l'appelle que quand je l'utilise, parce qu'en gros, on va dire à 90% du temps, la machine, elle n'est pas utilisée. Donc voilà, en fait, c'est tout ça que ça peut amener. Ça ouvre le spectre du possible sur les use cases que vous pouvez onboarder. C'est toutes ces questions que les DSI ne se sont pas posées quand elles ont fait de Move to Cloud. Oui. Parce qu'ils ont posé 1 an après. Quoi. Oui, c'est ça. Mais elles n'ont pas été faites. Donc là, on voit bien que sur le marché, le cloud qui devait exploser, il est en train de ralentir parce que il y a des Rex où ils disent non, nous on a trop consommé, donc reviens chez nous. Parce qu'on n'a pas pensé à voilà, ce qu'on évoquait, c'est de dire de prendre, on va dire, la transformation numérique et de dire je veux y aller, et c'est important, je dis pas le contraire, mais en fait de dire que si c'est juste pour faire un shift and lift, de dire j'ai mon data center, j'ai mon VMware, boum, je le colle dans un AWS, un Azure ou autre, ça va vous coûter plus cher. Il faut entamer une stratégie en parallèle d'observation, donc d'observabilité, répondant aussi à la modernité que vous allez vouloir mettre au niveau de vos infrastructures, mais aussi une transformation de vos applications. Dire que pour qu'en gros... Et du comportement des personnes qui maintiennent ces applications. Oui, c'est une culture. Comme tu disais tout à l'heure, le petit Amine qui s'amuse avec son Windows, qui voulait son serveur à son pied, qui soit allumé 24/24, c'est ça. C'est fini. C'est fini. C'est fini, parce que ça coûte trop cher. C'est ça. Et il y a beaucoup de DSI qui n'ont pas pensé à tous ces impacts. En disant, comme tu disais, on fait du shift and lift, on envoie tout, et puis on voit. Sauf qu'ils sont financièrement, ils se sont écroulés. Parce qu'ils ont mis, une fois de plus, la charrue à rouler. C'est ça. C'est-à-dire que le shift and lift, tu peux le faire, mais en fait, il faut que dans la foulée, tu prévois une transformation. Si tu as des applications à transformer, il va falloir que tu les transformes, parce que derrière, ça va t'amener à un surcoût. Tu peux en fait prévoir ce surcoût, mais il ne faut pas que ce surcoût il soit sur 20 ans, parce que ça va être intenable. Et derrière, tu auras en gros des Rex, de grandes entreprises qui vont dire ouais non, le cloud en fait public, ça coûte trop cher. C'est ce qui se passe en ce moment. Mais parce qu'en fait la transformation numérique, elle n'a pas été assez bien préparée sur cette prise de recul, de dire ok, d'avoir des clouds. Est-ce que n'était pas dans l'urgence alors, des questions sécuritaires. Alors il y a la question sécuritaire, il y a le Covid aussi. Le Covid, ça a pris certaines entreprises par surprise. Oui, les attaques en nombre massif. C'est ça. Là qui ont amené aussi, je pense, pas mal. Facilité de se cacher derrière ça. Un effet de mode. Il y a aussi un effet de mode, de dire que tu vois, de véhiculer, d'entendre des grands discours technologiques ou autres, ça t'amène tout ça, mais derrière, il faut prendre conscience de dire que si tu décides de transformer, tu transformes du sol au plafond. C'est transformer du sol au plafond. Après, tu peux le faire par step, mais il faut que ça soit bien identifié pour que derrière, on va dire, les coûts, c'est pas la mauvaise surprise en fait. Et que tu réagisses dans l'urgence, et voire même tu fasses un rollback, parce que en fait, tu t'aperçois que c'est pas tenable. Vous voyez, vous, des boîtes faire machine arrière ? J'en ai pas détecté. En gros, j'en ai pas. Rapporte à Super, du coup, t'accompagnes les boîtes qui ont fait le move. Après, voilà, j'ai des boîtes qui sont en interne data center, il y en a d'autres qui sont en hybride, il y en a qui sont en full cloud. Tu vois, le cas de l'énergie, ils sont à 90% sur AWS.
Donc en gros, très clairement, tu es sûr que le FinOps, les architectes cloud, ils doivent faire une revue à longueur de mois, en fait, pour derrière dire, bah tiens, comment optimiser, ça c'est beaucoup trop coûteux, on peut changer d'enveloppe, etc. C'est comme ça qu'ils vont gagner. Ah ouais. Financièrement, ils n'ont pas le choix. Mais c'est pour ça que le métier d'archi et d'admin, il n'a plus rien à voir. Ah non, ça n'a plus rien à voir. 6 ans, On est sur une évolution des métiers. Même nous, dans le domaine du monitoring, moi, le monitoring, comme j'ai connu en début de 2000, j'ai commencé en 2003, je me suis intéressé au monitoring en 2004, c'est plus du tout le même. Donc en fait, comme aujourd'hui, un pilote qui fait du pupitrage, aujourd'hui, c'est des métiers qui évoluent parce qu'avec toutes les mécaniques de remédiation, d'automation, etc., c'est des métiers qui sont voués à mourir, je suis désolé de le dire, mais c'est des métiers en plus qui sont pas très sexy, qui sont rébarbatifs à traiter des alertes à longueur de journée, il n'y a rien de sexy. Et derrière, en fait, on va plus orienter les gars vers des NOC analystes. Alors j'aime pas ce terme-là, le terme de NOC, parce que c'est Network Operation Center, et pour moi c'est plus du MOC, du Monitoring Operation Center, un centre de surveillance. Donc comme aujourd'hui, tu vois dans la sécu, tu as des SOC analystes. Donc les pupitreurs, en fait, au niveau sécu, ils sont montés d'un niveau, et maintenant on leur demande de faire des analyses préliminaires avant d'escalader au N3 sécu. C'est une valeur ajoutée. Ouais, qui a vraiment une valeur ajoutée, parce que maintenant, en fait, aujourd'hui, avec des solutions d'orchestration et de remédiation, en fait, l'intervention niveau 1, donc le mode-up que tu t'amusais à écrire dans un wiki, machin, etc., en fait, maintenant, un Ansible ou autre, il est capable de le faire automatiquement. Et tu n'as plus besoin d'un opérateur, clic-bouton. Vert rouge. C'est ça. C'est une mutation des métiers, et on est tous confrontés à ça. C'est-à-dire, nous, dans notre domaine en tant que tel, pareil, le meilleur exemple, c'est un admin de stockage. Tu regardes, avant l'admin stockage, il faisait ses calculs sur Selenium, machin, etc. Il s'amusait à optimiser sa baie. Maintenant, la baie, en fait, elle est munie d'algorithmes d'intelligence, et elle fait le calcul elle-même. Donc en fait, maintenant, l'admin de stockage, il est plus sur une gestion de stockage. Et à la rigueur, ok, je vais gérer ça comme ça, comme ça, comme ça, mais très clairement, derrière, maintenant, l'admin stockage, il a très peu d'efforts à faire. Par rapport à avant, où le mec, il se faisait des plans au cerveau, dire ouais, les disques SATA, il faut que je sois pas en surcapacité ou autre. Tout est embarqué. Maintenant, tout est embarqué. Tout est embarqué dans les baies. Maintenant, l'infra, elle est de plus en plus en mode sac de billes, et en fait, les gens vont consommer les billes au fur et à mesure. Donc... D'autres questions? J'ai une question sur la partie IA que vous avez évoquée plutôt en début de presse. Ouais. Est-ce que vos solutions intègrent du coup de l'IA, notamment pour identifier les road to cause dont vous parliez tout à l'heure, ou est-ce que c'est pas encore le cas aujourd'hui? Si, totalement. Totalement, ouais. Sous Dynatrace, il y a un truc qui s'appelle Davis, pardon, excusez-moi. Un truc qui s'appelle Davis, et qui du coup permet de définir les root causes tout seul, quoi. D'accord. Enfin, même si c'est pas magique. Il fait de la prédiction, là. Il permet de récupérer des... Pas encore. Non, mais toi, quand tu as un an d'utilisation de Dynatrace sur ton infra, derrière, il est capable de faire des prédictions par rapport à tes mails, par rapport à tout ce qu'il y a. Alors par contre, tu vois, par exemple, ce que va faire un Dyna, par exemple, il va en fait analyser une anormalité, en fait. Si ton anormalité possède de la récurrence, à un moment donné, il va finir par dire c'est un comportement normal parce qu'à intervalles réguliers, j'ai retrouvé en fait l'élément. Au début, ça va être remonté comme une anomalie. Et si en gros tu ne fais rien, à un moment donné, tu vas avoir le machine learning qui va prendre et qui va dire en fait c'est un comportement normal. Ils sont en train de Et après tu as tu vois par exemple si je parle pour la partie Splunk, après tu as le machine learning toolkit. Donc qui est un module qui te sert en fait à l'apprentissage au machine learning, parce que tu as des fonctions de machine learning dans Splunk. Et vu que le langage de Splunk c'est un peu comme ELK, c'est un langage de tu requêtes ta data et tu amènes une certaine algorithmie, je dirais, dans le requêtage. Tu peux développer tes propres use cases en fait de machine learning, d'approche. Dire tiens, sur l'historique des 30 derniers jours, je vais faire un calcul de médiane, fabriquer un code de tolérance. Mais c'est quel modèle du coup de données, c'est quelle boîte qui fait ça? C'est leur propre. Splunk? C'est son propre. C'est leur propre Ah ouais, c'est leur propre produit, ouais. D'accord.
Alors, ouais, t'as des... Chacun leur propre modèle ou je sais pas. Si... Alors après, t'as des modèles, t'as des modèles populaires, hein, des fonctions logarithmiques, machin. En fait, ils s'appuient sur des fonctions de calcul, voilà. Ils s'appuient sur des fonctions de calcul mathématiques poussées pour avoir fait la formation Splunk sur Data Analyst et Machine Learning. J'ai saigné des yeux, des oreilles, tout ce que tu veux, parce que bon, voilà, j'ai pas fait maths sup, donc quand la personne elle t'explique en anglais, elle t'explique des mécaniques de mathématiques vraiment profondes. Et que t'as le jet lag, hein, parce que je l'ai fait aux US, t'es pas prêt en fait, t'es pas prêt, tu ressors, t'es tout pâle, t'es livide la première journée, tu fais. Mais voilà, c'est effectivement, tu vois par exemple le moteur de Dynatrace, vu qu'en gros c'est une solution qui est historiquement spécialisée dans l'application de performance monitoring, ils ont axé leur moteur de machine learning basé là-dessus en fait, pour vraiment capitaliser. Après, Splunk est beaucoup plus une plateforme de gestion de données, donc tu peux développer différents types de use cases. Donc en fait, ils ont des mécaniques ils ont des fonctions Python scientifiques. Ils t'ont codé certaines fonctions que tu peux utiliser et ils t'ont filé le Machine Learning Toolkit pour, si tu as envie de jouer avec un jeu de données, t'éclater vraiment dans tes expériences. Et en plus, tu peux enregistrer tes expériences pour voir laquelle est la plus optimale en fait. Donc ouais, tu as tout ce terrain de jeu-là en fait. Après, tu as le module ITSI, où aujourd'hui, c'est un module que là, on déploie sur contexte Covea, qui te permet de modéliser tes services applicatifs ou d'infrastructure, en pouvoir en mesurer l'impact, détecter un effet boule de neige. Et tu as des notions de machine learning sur les événements du SI, identifier la récurrence par rapport à la typologie d'une alerte, et pouvoir faire aussi de la corrélation en épisode, de dire tu peux regrouper tes événements d'alerte en épisodes communs pour réduire le bruit. C'est-à-dire éviter que les équipes opérationnelles qui doivent traiter la remontée d'alerte se prennent une vague, une multitude d'alertes et tu dises ça c'est un dénominateur commun, donc je regroupe tous ces événements d'alerte en un seul. D'être noyé dans une multitude d'alertes et puis c'est ça. Compte papillonner tout autour et pas les chercher dans le. Ça. J'ai une question. Splunk qui se situe comment dans la stack d'observabilité par rapport à un Dynatrace? Parce que j'ai du mal à le placer. Alors, attention. Est-ce qu'on peut rajouter un Grafana ou un Grafana? On va faire. Splunk, c'est un produit complet. Alors, Grafana, c'est une couche de dashboarding. Alors, Grafana, ça dépend, parce que si tu penses que Grafana, tu vas faire que du dashboarding, mais avec Loki, tu as d'autres produits en fait autour de l'initiative Grafana. Tu peux te monter une stack d'alerting avec Grafana. Donc ça, c'est possible. Moi, si je prends comment je le ferais, mais je sais que d'autres vont pas être d'accord avec moi, mais c'est de dire que tu vois, d'un point de vue en fait observabilité, ta stack, tu la composes comme tu le souhaites. Tu veux le faire en full techno ou en hybride, tu peux le faire. Moi, la manière dont je le ferais, dire que j'ai en gros ma stack Splunk qui est en gros mon épine dorsale de ma stack d'observabilité, donc c'est ma data platform, ok. Après, en dessous, que j'ai des agents spécialisés Splunk, ou j'ai des agents open source, ou que j'ai des outils de monitoring spécialisés qui me balancent ma data, why not? Donc hybride ou pas hybride, comme tu le souhaites. Pour moi, en Splunk, je conçois un Splunk Core, donc qui est la plateforme de gestion de données, ITSI pour le back à événements centralisé et la modélisation des services. Et en fait, tu viens rajouter, d'un point de vue ce qu'on disait, de dire l'APM, la RUM et le synthétique, avec une solution d'APM comme Dynatrace par exemple, ou Splunk a sorti en 2021 la suite d'observabilité aussi, ça existe, ou alors du New Relic, mais moi je le composerais comme ça. C'est-à-dire que je ferais comme ça. Après, t'en as qui portent une stack d'observabilité complète avec du Dyna. C'est-à-dire que Dyna aussi, en fait, Dyna est venu du paysage applicatif et redescend en fait de son historique vers la stack d'infrastructure et les logs. Que Splunk est parti de la centralisation des logs dans son historique et est remonté au fil des années vers la strate applicative et métier. Donc en fait, c'est des chemins, c'est la croisée des chemins. Je te dirais, il n'y a pas une solution miracle. Moi, aujourd'hui, je mets mes tripes dans Splunk parce que c'est pas je suis féodé à un produit, c'est qu'en fait, le produit, c'est là où en fait,
j'ai réussi à faire le maximum de mes convictions dedans. Et en fait, j'ai un framework qui est vachement permissif et je peux m'éclater d'un point de vue aussi sur le spectre DataVis, sur la vulgarisation de l'information. Je ne suis pas limité par le framework. Donc c'est vraiment quelque chose que j'apprécie dans cette solution par rapport à ça. Comparé à d'autres solutions qui, par exemple, je vais prendre Grafana, où tu es en mode bloc. Tac, tac, tu as des dashboards en mode bloc, tu n'as pas le choix. C'est des blocs. Que dans Splunk, tu peux te faire du kiff avec du HTML, du CSS, du JS, Dashboard Studio. Là, le dashboard qui est en bas, c'est du Dashboard Studio sous Splunk. Donc c'est vraiment pixel perfect. C'est vous mettez un fond, vous allez mettre tel élément machin. Là, chaque alvéole, dans le dashboard, chaque alvéole sont pilotés par de la data. Donc après, vous pouvez jouer comme vous voulez, vous pouvez vulgariser l'information comme vous voulez. Dans les écrans sur lesquels tu bosses. Moi en haut à gauche, c'est audio. Ouais, ça c'est du Dina, et ça t'es sur un modèle en mode dashboard studio sur Splunk. Par contre, vous avez des petites abeilles, quoi. Ouais. C'est ça. Exactement. Bah là, le modèle alvéole est assez sympa quand tu commences à avoir des périmètres assez conséquents pour vulgariser l'information et dire après tu peux faire du drill down, hein, de dire que quand tu cliques sur l'alvéole, tu descends dans un autre dashboard qui va t'amener de la précision, mais de dire que tu as besoin d'un coup d'œil rapidement. Je sais pas, je me mets dans la peau d'un DSI, j'ai besoin de savoir si le matin ça va être bien ou pas. Ah, et j'ai du rouge, bon je vais peut-être avoir quelques moins qui vont remonter de la part admettons des branches métiers, parce qu'il y a certaines choses qui ne vont pas bien. Voilà, donc, ça permet d'anticiper un petit peu plus, en tout cas aussi les moments de tension à venir, etc. C'est ça. Bah, si en gros, le matin t'arrives, tout est au rouge au niveau de ta météo, tu sais que tu vas pas passer une bonne journée, hein, ça va être compliqué. Si en gros tout est au vert, tu peux dire bon les gars, on se prend le temps, on va au café. Ouais, c'est clair. C'était écrit boomer en même temps. Ok, boomer, ouais. Mais voilà. Donc, non, c'est bon, pas d'autres questions, on a fait le tour. Intéressant. Ok.